ça fait un peu peur. Donc, on va être un peu plus soft, moins dans l'agression, même si vous allez voir que l'espace est un milieu où on est quand même pas mal agressé. Alors l'espace, ça part d'un doux rêve de plusieurs personnes, et en particulier d'une personne qui a inventé les fusées, alors initialement à visée destructive, les V2, mais c'est lui après qui a inventé la plus grande des fusées qu'on n'a jamais pu reproduire depuis tous les temps, qui est Saturne V. Et ils étaient en compétition avec les Russes, et ces deux hommes ont permis d'emmener les hommes dans l'espace. Alors, emmener les hommes dans l'espace, c'était il y a 58 ans. 58 ans, un Russe va aller dans l'espace. Très rapidement après, les hommes marchent sur la Lune. Ça, c'était un pari ultra risqué. Et ils ont eu énormément de chance de ne pas avoir de mort. Très rapidement après, on a eu les navettes, véritable révolution, mais malheureusement, elle avait un talon d'Achille, la navette était fragile, et premier mort. Premier mort en navette, 7 morts, c'est pas comme les 3 qu'il y a normalement dans les petites capsules. Le crash de Columbia, parce qu'elle était fragile au décollage, elle était également fragile quand elle rentrait également, 7 morts. Et malgré ces risques, tout le monde a joué le jeu. Et en 2011, donc plus de 8 ans après ces crashs, on a eu la dernière mission. Parce que la navette, elle était fondamentale à la création de l'ISS. Bref, la concept sociale, c'est 22 morts. 22 morts, ça fait à peu près 4% de l'ensemble des gens qui sont partis dans l'espace, puisque actuellement, il y a 555 personnes qui sont parties dans l'espace. Et oui, la navette, elle a permis, alors d'abord avec Mir, comme ici, puis elle a permis donc de créer cet espace qui nous permet de vivre dans l'espace, justement. Alors il y a 6 personnes, il y a une très jolie phrase de Thomas Pesquet qui dit « Quand je prends une photo de la Terre, les seules 6 personnes qui apparaissent sur la photo, ils sont là ». Et donc c'est à 400 km de la Terre, ça fait 400 tonnes, ça va à 28 000 km/h, ce qui lui évite de tomber sur la Terre, même si de temps en temps il faut faire des réajustements, et surtout il voit 16 fois le lever de soleil par jour. Mais alors, médicalement, c'est pas mieux qu'une ambulance, allez on va dire, une ambulance du SAMU. En tout cas, c'est l'espace de vie où il va falloir s'y habituer. Alors la température est de 21 degrés, il y a 60% d'humidité, c'est pas mal. Il y a des usines à oxygène, parce qu'on ne peut pas amener l'oxygène en haut, donc on le produit par hydrolyse. Alors il y a une version russe, il y a une version américaine. La version américaine est arrivée secondairement, elle est plus évoluée. Et il faut boire. Et boire, c'est 21 litres par jour. Et 21 litres par jour, c'est pas facile. Hein. Le café, ça ne se fait pas tout seul dans l'espace. Et boire, on est obligé de redistribuer et de prendre les urines. Et avec ça, on arrive à faire une eau potable magnifique. On en reparlera. Donc sur les 3,5 litres consommés par jour sur cette plateforme, il y a 1,3 litre qui est récupéré par les urines et 1,5 litre qui est récupéré par les condensats. Et là, la médecine arrive. C'est humide quand même. Hein. C'est humide et donc il y a des champignons qui poussent. On les voit très très bien ici. Et même, alors ça c'est à cause de la micropesanteur, du rayonnement cosmique, on voit de nouvelles espèces qui n'existent pas sur Terre et qui se sont développées sur l'ISS. Alors, est-ce qu'elle est pathogène? Pour l'instant, non. Mais en tout cas, c'est une nouvelle espèce qui est apparue. Alors, très rapidement, quand on arrive dans l'espace, il y a un truc, c'est on gonfle. Moi, je suis naturellement gonflé de base. Mais là, on gonfle. Et donc, vous voyez le magnifique Thomas Pesquet, le beau-fils qu'on voudrait tous, il gonfle. Moi aussi, là, je gonfle. Là, je suis en microgravité et je vous assure, j'ai gonflé. Ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai gonflé. Et donc, effectivement, lorsqu'on va partir dans l'espace, il va y avoir un phénomène où il n'y a plus de pression hydrostatique. Donc, ça ne va plus en bas. Donc, tout va en haut. Et donc, vous allez avoir la tête qui gonfle. C'est comme si vous étiez à l'envers. Bon, vous ne l'êtes pas, mais... Donc, l'espace, ce n'est pas si beau. Hein. Tous les jours, ça ne se passe pas très bien. Eh oui, ça s'appelle le mal de l'espace. Et il y a des céphalées, des nausées, des vomissements, et même ça a entraîné le rapatriement d'une personne à cause de céphalées persistantes qu'elle ne pouvait pas contenir. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne va plus avoir de sang, ou presque pas,
dans les jambes, et donc on va se déshydrater des jambes, et on a ce qu'on appelle des jambes en pâte de poulet. Il n'y a plus de pression hydrostatique. Mais alors le corps est super bien fait, et on va s'adapter. Et à la fin, on va réguler la pression pour qu'on revienne à notre 75 mm de mercure de pression intracérébrale. Nous sommes adaptés parce que nous sommes verticalisés, et donc il a fallu pomper plus fort. Et bien on est capable également de se déconditionner. Le problème, c'est qu'il va avoir 20% d'inotropisme en moins, une perte de l'élasticité, 19% de masse musculaire en moins, le baroréflexe ne marche plus. Quand il y a des problèmes de volémie, c'est un peu le bordel. Il va avoir une diminution des résistances vasculaires systémiques. On va avoir 15% de globules rouges en moins après 3 mois. On va avoir une baisse également de l'immunité. Et le problème, quand on est dans l'espace, on s'en fout. On est super bien. On est un cerveau qui flotte. C'est vraiment ça. Hein. C'est une sensation limite orgasmique. Hein. En revanche, pour un gros, en revanche, quand on revient sur Terre, là, ça se passe mal. Il y a une vraie intolérance orthostatique. Et donc, cette jeune dame, elle a passé que 12 jours dans l'espace. Et ils lui font son briefing le lendemain. Il n'y a plus de son, plus d'image. Et alors, ils l'ont fait 3 fois. 3 fois, il n'y a eu plus de son, plus d'image, parce qu'on a une véritable intolérance. Et la seule chose pour essayer, je dis bien essayer, ça ne marche pas vraiment, mais au moins ça marche sur la diminution de la fente musculaire, c'est pédaler. Alors, il y a eu de multiples dispositifs. Hein. Le dernier en date, c'est ce vélo sans selle et ce qu'on appelle le RAID, qui permet de lutter contre une résistance. Et donc, c'est vraiment universel, c'est obligatoire, 2 heures à 2 heures et demie de sport par jour pour essayer de lutter contre l'effet de la pesanteur. Alors, le problème, c'est qu'il y a d'autres effets. La condensation se fait mal, la transpiration s'évacue mal, et donc notre température, elle n'est plus à 37, elle est à 38 sur l'ISS, et quand on fait du sport, elle monte à 40. Et puis, avant de descendre, on vous met dans un pantalon qui va entraîner une dépression pour essayer de recréer la pression hydrostatique. Et quand vous descendez, toutes ces combinaisons, elles sont universelles. Il y a un pantalon anti-G, sinon ça se passe mal. Le problème, ce n'est pas la Lune. Hein. Le problème, c'est Mars. On est à 1/3 de la gravité terrestre. Et est-ce que ça va avoir une influence ou pas ? En tout cas, cette absence d'influence fait qu'on grandit. Ça, c'est un astronaute avec son jumeau. Il a pris 4 cm. Je ne vous montre pas Thomas Pesquet, mais lui aussi, il a grandi. Il a les mains comme ça un peu maintenant. Et il y a des effets sur le cerveau aussi. Le cerveau flotte, en fait, et il flotte trop haut. Donc, il tire sur la tige de l'hypophyse, il tire sur le nerf optique, et on va avoir moins de LCR en haut, c'est en bleu, et beaucoup plus de LCR en bas, et même on a une diminution de la substance grise qu'on voit après. Donc ça, c'est l'IRM avant, l'IRM après. On voit qu'il y a une certaine atrophie cérébrale avec beaucoup plus de LCR ici en jaune et une diminution de la matière grise qu'on a du mal à expliquer. Mais surtout, un des effets très néfastes, c'est sur le nerf optique. Ce mec, il a été sélectionné parce qu'il avait une acuité visuelle extraordinaire. Et si vous regardez bien la photo, il a des lunettes. Il est devenu myope. Il y a même une astronaute qui a perdu 35% de son champ visuel parce qu'en fait, elle avait un coude du nerf optique, le cerveau remontait et faisait un coude sur le nerf optique. Donc c'est une accumulation de LCR plus qu'un problème de pression. L'autre problème, c'est l'ostéoporose. Hein. Ils perdent 1 à 22% en fonction de l'endroit de masse musculaire. Et ce calcium, ils le pissent. Et donc, ils font beaucoup plus de calculs rénaux. Et enfin, pour finir, on vieillit au niveau des vaisseaux de façon accélérée. Ça, c'est des artères de rat. Avant et après le séjour, on fait plein d'artérosclérose. Il vaut mieux manger de la bonne mayonnaise sur Terre. Et dernier papier qui vient de sortir, le JAMA, où il montre qu'on a un vrai problème de flux jugulaire, où on a même des flux arétro et des astronautes qui ont des caillots au niveau d'une thrombose. Et ils ont fait le JAMA avec ça. Vous m'avez demandé de parler de l'anesthésie. C'est la première fois, je suis le président du comité des référentiels, c'est la première fois où on me demande de parler sur un truc qui n'a pas d'études randomisées. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études observationnelles non plus. Parce qu'on n'en a jamais fait de l'anesthésie en haut. Donc c'est un peu le bordel. Alors on sait que ça va arriver, parce que dans les sous-marins, ils en font régulièrement. Et par exemple, sur 45 ans d'exercice en France de sous-marins, il y a eu 94 anesthésies. On sait que le risque de maladie grave dans l'espace, c'est de 1 à 2% par personne et par an. Et qu'il y a actuellement eu 17 événements médicaux jugés comme sérieux. Les principales choses, c'est intoxication, sepsis
et trauma. Alors, il y a un vrai problème, c'est le feu. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'intoxications à cause des fumées, et également des intoxications à cause des pergoles, qui sont les carburants, parce qu'il peut y avoir une fuite de carburant. Alors là, c'est bien fait. Vous avez une fiche pratique. Alors vous regardez, si la combinaison est orange et qu'elle est tachée en noir, et que j'ouvre la combinaison bleue qui sert à faire le refroidissement ou le chauffage étant jaune, c'est de l'hydrazine. Et ça vous permet de faire un antidote. Mais le vrai problème, c'est le feu. Ça, c'est une bougie à 1 G, c'est-à-dire sur Terre. Ça, c'est une bougie à 0 G. En fait, l'air chaud ne monte plus, il n'a plus à monter, donc ça fait une boule. Et le problème, c'est, regardez, je viens de faire une flamme, ça fait une boule qui se transforme en méduse, elle pète pour avancer, vous allez voir. Le problème, c'est qu'elle avance comme ça dans le vaisseau. Et qu'en voulant changer une cartouche qui est du lithium, qui fabrique l'oxygène chez les Russes, il y a eu un incendie dans la station Mir, et le plus grave des incendies a été sur Apollo 1. Ils étaient dans un environnement où la FiO2 est à 1, et malheureusement, ils ont tous cramé et ils sont tous morts. Et dans la navette, il y a eu plusieurs cas de brûlure, et donc il est important éventuellement de pouvoir prendre en compte ces patients. Est-ce que Pierre Siméon est dans la salle? Non, il a mieux à faire. Pierre, on l'appelle Greta à l'hôpital. Si, il est là. Il est là? Il est là. Pierre, est-ce que tu fais des halogénés? Il a répondu. Alors, en fait, à l'hôpital, il aurait répondu ça. Non, c'est pas bon pour la couche d'ozone. On est au-dessus. Mais on ne peut pas en faire. Pourquoi? Parce que les liquides, c'est le bordel. On a un évaporateur, voilà ce qui pourrait se produire. L'interface air-liquide, elle se fait de façon très particulière, et donc on ne peut pas faire d'halogénés. Même les intraveineux, c'est vachement dur. Regardez la poche de sérum Phi, si vous partez avec un écoflac, vous savez, les bouteilles rigides qui sont pleines d'eau, c'est impossible à purger. Donc on est obligé de partir avec des Clearflex, et en plus ça coûte super cher. Donc ils sont obligés de reconditionner ça dans des seringues avec des pompes dédiées. Et donc les médicaments intraveineux, il n'y en a qu'un. Celui que je dis qu'on ne fait jamais. La kétamine, et ils ont bien raison, et elle est reconditionnée. Il n'y a pas de curare, il n'y a pas de propofol. Et on sait que l'anesthésie, ça peut être compliqué, surtout si on appréhende mal la perte du baroréflexe et l'hypovolémie. Il y a eu, les seules anesthésies qu'il y a eu, c'est des singes qu'ils ont envoyés 14 jours dans l'espace, qu'ils ont récupérés, c'est les Russes qui ont fait ça. Ils ont fait une anesthésie le lendemain, il y en a un qui est mort, il y en a un qui a fait un accident grave. S'ils attendaient une semaine, ça se passait mieux. Donc ça ne va pas être simple, et c'est pour ça que de nombreux proposent l'anesthésie loco-régionale, même s'il n'y aura pas de médecin dans l'ISS, et qu'il faut entraîner les gens à faire au moins 3 blocs, ce qui n'est pas si simple que ça. Et donc il y a un Français qui travaille beaucoup dessus, et vraiment qui a une référence, c'est Komorowski, à l'ISS. 5 litres de soluté pour réanimer. 100 000 $ pour amener ces 5 litres. Ah oui, 1 kilo pour l'amener, c'est 20 000 $. C'est un peu le bordel. Alors, ils ont inventé un truc qui permet, à partir de la pisse qui est transformée en eau potable, de la transformer en sérum Phi avec du NaCl. Ça s'appelle Ivegen, et ça marche pas mal. En tout cas, ils ont validé la chose. Donc le risque, je vous l'ai dit, c'est le trauma, et en particulier un truc qu'on oublie, c'est les débris spatiaux. Nous avons fait un espace poubelle, Greta, où il y a des millions de débris. Et ces débris attaquent régulièrement, malheureusement, l'ISS. Et sur l'ISS, le seul traitement, c'est ça. Il n'y a pas de seringue hémostatique, pourtant ça marche, mais ils n'en ont pas amené. Il n'y a pas de plio parce que c'est français, non, sans rire, c'est que c'est à reconstituer et que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de transporteur d'O2 parce que c'est trop cher à monter. Et donc la seule solution qu'on a, c'est la banque de personnes vivantes, c'est-à-dire qu'on va organiser les équipages en fonction des groupes sanguins, alors soit que des O, soit des ABOO. S'il y a des O-, c'est pas mal pour faire de la médecine spatiale. Et donc c'est assez facile de se piquer puisque tout le sang est dans le territoire cave supérieur. Et donc on voit cet astronaute qui est très bien entraîné à se piquer. Bon, il faut dire qu'il a des belles veines. Alors le drainage thoracique, ça aussi c'est simple. On met un tuyau, ça remonte tout seul.
On met juste une valve d'Emlich pour pas que ça se passe. La chirurgie, ça c'est le bordel. C'est vraiment le bordel parce qu'il y a tout qui flotte, les liquides flottent, et donc il faut mettre une espèce de capsule qu'on met sur la cavité, par exemple ici la cavité abdominale, et on essaye d'opérer les patients. Pour l'instant, heureusement, il n'y a pas eu de cas de chirurgie, il y a eu beaucoup de prostatite. Les liquides se font mal, l'abstinence aidant, on a pas mal de prostatites qui ont nécessité des évacuations. Et là, le bordel, c'est l'évacuation. L'évacuation, la seule possibilité qu'on ait actuellement, c'est le Soyouz. C'est soit 3 personnes, soit 0. Donc il faut évacuer 3 personnes et pas une. Personne ne peut être allongé. C'est des cabines pressurisées, donc s'il est intubé, ce n'est pas possible. Et quand on décide de l'évacuation, le temps d'arriver sur Terre, déjà, il faut mettre 3 heures pour se détacher, et c'est 6 heures au total pour arriver sur Terre. Et pourtant, il y a des patients qui ont même fait des infarcts. Ça pose le problème de l'arrêt cardiaque. Qui s'est posé la question de comment je masse? J'aime beaucoup celle-là. Celle-là, c'est ma préférée. Parce que celle-là, pour l'inventer, franchement, faut y aller. Hein. Bon, elle n'est pas très efficace. La référence, c'est celle-là. Si vous pouvez le faire, c'est pas mal. Donc, c'est on prend appui, on se met à l'envers et on masse. Et donc, c'est maintenant ce qui a appris sur l'ISS, c'est ce qui a été validé, c'est ce qui permet d'avoir la meilleure dépression, même si on est un peu plus lent en termes de fréquence cardiaque. Ça se fait sur un malade qu'on attache sur un plateau. Ils ont pensé à tout. Il est isolé électriquement. Parce que le bordel, ça va être la défibrillation. Alors, c'est un défibrillateur un peu spécial, il est protégé des rayons cosmiques. Les palettes, il faut appliquer 11 kg. Vous ne pouvez pas appliquer de pression dans la pesanteur. Si vous appliquez la pression, vous partez. Donc, ce n'est pas possible, il n'y a que les patchs. Et donc, les astronautes sont formés à ça, ils ont des fiches pour réaliser un massage cardiaque. Alors, l'intubation. L'intubation, difficile de la faire en haut. Donc, on va la faire en bas. Et en 1950, il y a un mec qui a une idée de génie, c'est de dire je prends un avion, je le lance. Et quand il tombe, tout le monde tombe. Et donc, on a cette merveille en France, qui est l'Airbus A310 de Nova Space, et on a amené We Are dans cet avion. Alors, il y avait Mathieu Komorowski, il y avait Clément Stark, qui est ici présent dans la salle. Et donc, l'idée, c'est d'aller à fond, et d'un coup, on va monter. Et après, on arrête les moteurs, et on se laisse tomber. Et on va vivre ensemble une parabole. Juste du hublot. On est dans l'avion, on voit qu'il monte. Mais il monte. Et là, on dit, putain, c'est lourd. On fait 1,8 fois le poids de son corps. Et là, il monte vraiment. On est à 40 degrés, on atteint les 45 degrés. Et là, on a entendu injection. Et là, Clément fait le malin. L'avion tombe, Clément tombe, et comme il tombe à la même vitesse, il est en microgravité. Et celle-là, on l'a préparée. Et donc, on reprend un G. On a même mis Thomas Pesquet pour vous dans l'avion. Alors, vous allez voir, j'aime beaucoup les primates, parce qu'on voit qu'on descend du primate. Regardez comment il se déplace dans l'avion. Il se déplace comme un grand primate qui va de liane en liane. C'est lui l'astronaute. Moi, j'ai essayé, pas possible, je suis parti dans tous les sens. Donc, on revient à notre sujet, l'intubation. Alors, il y a différentes techniques. Il y a l'intubation Piolet. Alors là, c'est un junior qui va... On ne se moque pas. Non, mais vraiment, on ne se moque pas. C'est hyper difficile, d'accord? On n'arrive pas à tracter, on n'a pas de force. Et quand on tire, il y a tout qui part. Et on a 22 secondes. Parce que la microgravité dure 22 secondes. Et donc, très clairement, il n'y arrive pas. Alors, on lui passe la sonde. Merde, elle est repartie. Et là, hop, c'est fini. Alors, on ne se moque pas parce que le senior, il ne va pas faire mieux. Il est un peu brutal, le senior. Hein. Il y va franco. Hein. Et donc, vous voyez là, heureusement qu'ils l'ont mis la Minerve, parce que il essaye, il n'y arrive pas, c'est normal, c'est super dur. La technique classique, ça se fait un peu mieux. Franchement, j'ai eu du mal. Je crois que je ne suis pas dans les bons temps, parce que j'ai mis 18 secondes pour réaliser l'intubation. J'avais beau tracter la luette, je n'arrivais pas à la soulever. C'est normal, elle flottait. D'accord ? Donc c'est vraiment, vraiment super difficile. Et donc c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée d'apporter des vidéolaryngoscopes dans l'espace et de prendre des personnes qui sont naïfs et d'autres non. Alors je vois que Jamy est encore dans votre génération.
Il n'est plus dans celle de mes filles, mais il est dans votre génération. Et donc Clément a eu cette idée, il a montré que la vidéolaryngoscopie, chez les personnes de naïfs, donc les astronautes, non médecins, permettait d'améliorer significativement les capacités d'intubation, mais on pourra lui poser des questions par la suite. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'ISS? On a différents packs et sous-packs. Et ils ont bien compris qu'un truc qui marche vachement bien, c'est le masque laryngé. 88% de succès sur quelqu'un où on l'a montré 2-3 fois, et c'est ce qu'ils font aux astronautes. Vous avez 2 sondes d'intubation, une de 7, une de 8, une pince de McGill, et ils n'ont pas d'Eichmann, ils sont cons. Le respirateur, alors il fait juste pouce, hein. C'est-à-dire que le volume minimal, c'est 400 ml, et on règle juste la fréquence, et on a des drogues, alors énormément de drogues Péros, très peu de drogues IV, et en plus, il y a un problème de stabilité, puisqu'à cause du rayonnement cosmique, elle se dégrade. Le seul update qu'ils ont fait, c'est récemment, en 2011, où ils ont rajouté un système big, une bande Velpo. Il fallait y penser. Et donc les astronautes, vous voyez, avec les seringues sans air, reconditionnées, s'entraînent à poser des bigs pour faire un accès veineux aux patients. Et il y a même un appareil d'écho, alors il est super bien pensé pour le coup, parce que tout est encadré avec des numéros, et donc vous allez appuyer sur la touche violette numéro 3, qui dit Houston, et comme ça, on pourra faire une échographie. On a fait juste une erreur. On essayait d'emporter une tasse de café, parce qu'en bon anesthésiste, on a essayé d'emporter une tasse de café. On nous a dit qu'elle est non réglementaire. C'est celle-là qui est la bonne. Ah bon? Eh oui, parce que c'est celle-là qui permet de maintenir le liquide et de pouvoir boire dans l'espace son espresso. Alors la médecine, ça a stagné, il y avait très peu de monde qui allait dans l'espace. Là, il y a une vraie révolution. En 2019, la NASA a relancé un programme qui va envoyer l'homme sur l'espace. Et donc, Donald Trump a dit non, c'est 2024. Bon, ok, Donald. Le problème, c'est qu'il y a une station lunaire à construire, un vaisseau Orion, un vaisseau d'atterrissage lunaire, et que depuis Apollo 5, qui a envoyé 141 tonnes, on n'a aucune fusée qui est capable d'aller sur la Lune. Et qu'il faut tout construire. Alors ils partent avec les éléments de la navette spatiale et ils essayent de reconstruire les fusées Ares qui pourra nous permettre d'aller dans l'espace. Il y a un deuxième homme révolutionnaire qui a construit une voiture dans son garage et puis après une fusée et qui a mis le commerce de l'espace. Je vais pouvoir y aller. Non, il faut un peu de sous parce que lui, il avait payé 20 millions de dollars pour y aller. Il avait 60 ans. Alors les médecins, ils n'étaient pas habitués. Quand ils ont vu son thorax, ils l'ont contre-indiqué. Et là, les Russes ont dit 20 millions de dollars, on prend. Et donc, il l'a envoyé dans l'espace. Et le but de ce génie est d'envoyer les gens sur Mars. Alors, ça va être un voyage qui va être compliqué, qui va être long. On n'est pas à 384 000 km. On est entre 56 et 400 millions de kilomètres. C'est un voyage de plus de 900 jours, avec 500 jours sur Mars. Et donc là, je peux vous assurer que le risque vital, il va y être, et que le risque sur l'organisme, il va y être. Ce type-là, il a passé 437 jours d'affilée. Et dès qu'il est arrivé, ils lui ont mis la gravité de Mars simulée par les cordes, et ils ont essayé de le faire marcher. Eh bien, je peux vous assurer qu'on ne va pas avoir des mecs du raid sur Mars. Ça va être un peu compliqué à gérer ça. En tout cas, on va avoir un vrai problème à gérer. Le risque, c'est le risque de cancer. Il est de 1 sur 10 à 1 sur 2 en fonction de votre capital génétique. Il a été calculé que vous allez prendre 10 000 radios du thorax pendant le voyage. Et parce que sur Terre, on est couvert par la ceinture de Van Allen, ceinture qui, grâce au champ magnétique et le noyau, qui est encore liquide, qui gère ce champ magnétique, on se prend juste des rayons au niveau des pôles avec ces magnifiques aurores boréales. Le problème, c'est déjà de traverser cette ceinture, parce qu'il y a plein de rayons. Elle n'a été traversée qu'une seule fois par l'homme pour aller sur la Lune dans son intégralité, et il s'est pris une bonne dose. L'autre solution, c'est de se protéger. Alors, il faut de l'eau pour y aller, et donc ils ont eu la super idée de mettre une paroi, 40 cm d'eau, et ça protège des rayons solaires. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a bu l'eau,
Donc on va mettre du caca. Et ils ont bien réfléchi au fait que comme c'est un peu traumatisant, les sacs seront opaques et donc on ne verra pas que sur les murs c'est du caca. Et il est même prévu de faire des congélations de cellules souches, puis de les injecter en cas d'irradiation trop importante. En tout cas, on va arriver sur une atmosphère où il y a 96% de CO2, où il n'y a que 0,15% de dioxygène. Donc très clairement, il va falloir des extracteurs d'oxygène. Alors bonne nouvelle, on est piqué à 10% d'oxygène, et puis après c'est retombé. Donc il y a une génération d'oxygène qui est saisonnière. Il va falloir faire des champs gonflables, voire s'enterrer sous la terre, ce qui sera peut-être la meilleure façon de se protéger contre les rayonnements cosmiques, que cela on ne peut pas prévoir et qu'on ne voit pas. Et alors quand c'est le médecin qui est parti, parce que là probablement qu'il va y avoir un médecin qui est parti, eh bien, on va faire comme en 1961, il se fait l'appendicite tout seul. Et peut-être en tout cas c'est en discussion de rendre l'appendicectomie obligatoire. En tout cas, on va avoir de vrais problèmes éthiques, parce que imaginez, il y en a un qui fait un problème grave au milieu. Et on sait qu'il va consommer toutes les ressources médicales, ou une grande partie des ressources médicales. Est-ce qu'on va le réanimer? Ou est-ce qu'on va le laisser crever? Ça, c'est une vraie question. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire ce livre. Et en tout cas, si vous voulez faire de l'anesthésie en milieu spatial, prenez votre courage à deux mains. Les Américains ont une vision très particulière des anesthésistes qui sont beaucoup moins polyvalents que nous. Vous aurez peut-être une chance avec l'Agence spatiale européenne, mais ne perdez pas votre rêve et peut-être qu'un jour, on vivra dans l'espace. Je vous remercie.